Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Bonjour à toi, comment ça va ? Ça va trop bien. Je suis ravi d'être avec toi, Géraldine, et je te remercie pour l'invitation sur ton podcast Tuba. Avec grand plaisir. Cette saison, on va parler de fail en bon français, d'entrepreneur, en gros de foirage, de quand on se prend les pieds dans le tapis, quand ça marche pas comme on veut, etc. Parce que bon, le storytelling, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, on sait qu'il se passe plein d'autres trucs et c'est pas forcément ce qu'on raconte ou ce qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, je pense que c'est important de parler aussi des moments où ça foire, parce que ça fait aussi partie du chemin. D'où cette saison 2 de Tuba sur les foirages. Magnifique. Merci donc d'être aujourd'hui ici et de venir nous parler de ta vie de coach mindset, business aussi, et sans doute plein d'autres choses, on verra un peu plus dans le détail, mais justement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Plein d'autres choses, ça me résume bien parce que j'aime bien faire plein de choses. Du coup, je crée un peu la confusion. Tu vois, je suis un peu comme comme un ninja. Non, mais tu l'as dit simplement. Je suis coach, un professionnel. Je suis avant tout un amoureux de la simplicité et du passage à l'action. Du coup. J'ai entrepris il y a à peu près 4 à 5 ans, enfin période du Covid comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Après avoir fait des études de droit, après avoir été responsable et manager dans une assurance, après avoir fait souffrir pas mal de gens et moi-même souffert dans le cadre de ce poste-là parce que plus de sens, parce que plein de choses. Je suis passé coach professionnel. Ça fait 4 ans que j'exerce dans le coaching à travers 2 activités principales, on va dire. La première, c'est que j'aide les coachs eux-mêmes à se lancer. Donc, c'est le côté business, coaching business. Ouais. Donc, j'aide les coachs à se lancer, ceux qui démarrent, ceux qui sont diplômés, ceux qui ont du mal à savoir par où commencer, ceux qui ont peur d'échouer, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur. Un peu toutes ces peurs qui nous empêchent de passer à l'action et qui nous empêchent d'entreprendre, en fait. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec le salariat. C'est un peu l'ancien monde et le nouveau monde. Carrément. Donc, des échecs, ça fait partie d'entrepreneur, ce qui est pas forcément le cas du salarié, ou en tout cas, il le vit pas de la même manière. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est peut-être un peu plus dilué, mais ouais, clairement, on aura le temps d'en parler. Ouais, carrément, c'est bien dilué. Donc voilà, c'est mon activité principale avec laquelle je m'éclate avec mes coachs ou vraiment et puis ça tombe bien parce que le but c'est que moi je transforme les peurs d'échouer en joie d'expérimenter. Et puis j'ai une autre activité avec laquelle on s'est rencontrés par ailleurs, et donc que tu connais bien, qui est les marches narratives avec James Hedin, où là je me suis associé avec mon associé de cœur, Franck Buffard, qui est passé dans ta première saison, avec sa fille d'ailleurs. Exactement. Très bon épisode, je vous le recommande. Où là on emmène les dirigeants, chefs d'entreprise et leurs équipes si nécessaire en montagne, à la recherche de déconnexion, reconnexion à soi, et puis croissance personnelle pour trouver les meilleures décisions pour eux et leur entreprise. Voilà, c'est ces 2 activités, mes valeurs simplicité, audace et puis sincérité. Je trouve que c'est important la sincérité avec soi, avec les autres. Et puis pour moi la vie c'est un jeu et je suis ravi de jouer avec toi pendant cette heure ensemble. Yes! Ça aurait pu s'appeler d'ailleurs Viens on joue, ce podcast. Grave. Attends, tu me donnes une bonne idée. Allez, vas-y, c'est parti. Un nouveau podcast va voir le jour. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai que j'étais un peu embêtée pour te présenter parce que tu l'as dit, on s'est croisés, recroisés, et je te vois sur plein de choses différentes. Donc j'aime beaucoup la manière dont toi tu te présentes. Et pour ta deuxième activité que j'ai en effet testé, les marches narratives, si vous n'avez pas testé, allez-y, c'est un vrai bonheur et ça fait émerger plein de trucs. Donc voilà, c'est non sponsorisé, mais c'est tout à fait authentique. Pour cette saison, donc on parle de foirage, mais en fait je me suis rendu compte quand j'ai commencé à chercher des invités que c'était un sujet un peu compliqué, le fail, et notamment parce que c'est hyper subjectif. Et donc pour démarrer, en fait, avant de rentrer un peu plus dans le détail de tes fails ou de comment toi tu vois les choses, j'aimerais bien savoir ce que c'est déjà pour toi un fail en fait, parce que tu parlais de joie d'expérimenter, de peur d'échouer, etc. Et donc, j'aimerais bien connaître ta définition déjà de c'est quoi un fail, un foirage. C'est une expérience supplémentaire avant la réussite, tout simplement. C'est comme ça que je vois l'échec. Naturellement, il y a plusieurs types d'échecs. Il y a des échecs qui ont beaucoup plus d'incidence, soit psychologique, soit tout simplement
j'allais dire opérationnel ou matériel, mais l'échec en fait c'est rien d'autre qu'un retour d'information finalement, c'est juste le fait que je me suis confronté à la réalité et que cette réalité m'a renvoyé une information qui est pas celle à laquelle je m'attendais. Pour moi c'est ça l'échec, c'est rien, en fait c'est juste ça. À partir de là, je considère l'échec comme une étape nécessaire vers quelque chose de mieux, soit pour moi, soit pour mon activité. Donc c'est pour ça que je dis toujours que j'aime transformer la peur d'échouer en joie d'expérimenter, parce que pour moi j'ai aucun problème avec l'échec, j'ai pas de problème avec la peur d'échouer. Au contraire, je trouve ça trop bien. Enfin, pour moi, c'est un jeu. C'est pour ça que je me suis vraiment focalisé sur ça pour aider les personnes à transformer ces peurs-là parce qu'elles sont très présentes. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Et je vais te donner un exemple très concret pour rentrer dans le vif du sujet, mais il y en aura d'autres. Actuellement, je vais dans la rue coacher des inconnus. Je n'ai pas parlé dans la présentation, mais c'est aussi quelque chose que je fais pour développer le coaching, rendre le coaching accessible, lui donner une image plus sympa, plus simple, plus fluide, plus moderne. Et du coup, des échecs, j'en ai. On va aller voir des inconnus pour leur dire que je vais les coacher. Je peux te dire que sur 4 personnes à la fin dans les vidéos, il y en a 10 qui ont refusé, quoi. Donc des vents, des refus, j'en ai plein. Mais c'est ok, c'est un jeu. C'est juste de me dire, ok, en fait, c'est pas un échec. C'est juste que ce que j'attendais de la personne, c'est pas à la hauteur de ce que je voulais. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de cette information? La prochaine fois, j'irai poser une autre question ou je le ferai différemment. Donc pour moi, en fait, l'échec, voilà, c'est vraiment juste une étape nécessaire, mais qui a le mérite de te dire que tu t'es confronté à la réalité. Et ça, pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est la clé numéro 1. On a beau entendre tout ce qu'on veut. Celui qui va réussir, c'est celui qui s'est confronté une fois de plus que l'autre à la réalité. Donc en fait, c'est juste trop bien l'échec, quoi. Alors carrément, mais tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Ouais. Et du coup, dans ce que tu dis en te disant, pour toi, c'est un jeu et pour le coup, ça te fait pas peur et c'est pas quelque chose qui te freine. Ça a toujours été le cas ou c'est un truc qui a apparu à un moment comme ça en te disant, finalement, en fait, je m'en fous. Et si ça a apparu en cours de route, qu'est-ce qui a fait un switch en fait? Je crois que ça a toujours été le cas. Okay. Je crois que, alors je te dis pas, attention, hein, je suis pas non plus, insensible à la peur. Et j'ai mes peurs. Comme tout le monde, le but c'est quand même d'éviter les échecs. Je vais pas le rechercher volontairement. Oui. Comme tout le monde, c'est quand même plus sympa quand ça passe. Mais je t'avoue que j'ai toujours été assez insouciant quand même. Quand je fais quelque chose, j'ai plutôt tendance à avoir l'opportunité qu'à avoir le risque. Okay. L'avantage, c'est que je passe facilement à l'action. Je vais te reprendre cette expérience-là parce qu'elle est récente et qu'en plus elle est symptomatique. Mais dès que j'ai eu l'idée d'aller coacher dans la rue, tout de suite, je me suis dit trop bien. Je me suis pas dit, ça va être dur, ça va être compliqué, comment ça va le faire, qu'est-ce que je fais si ça marche pas, etc. Donc en fait, assez rapidement, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours aimé ça, que j'étais soit salarié ou entrepreneur. J'aime bien la nouveauté, moi j'aime bien les choses qui piquent, j'aime bien les choses différentes, j'aime bien. Je crois que j'ai toujours aimé un petit peu sortir du lot. Je pense que peut-être que je ne considère ne pas sortir assez du lot et c'est pour ça que j'essaye de faire plein de choses pour essayer de sortir du lot. Bon, ça c'est ma souffrance à moi, c'est ma poursuite personnelle à moi, c'est encore un autre sujet de podcast. Mais c'est ce qui m'amène à passer à l'action et à me dire que en fait, je vois pas le risque. Je crois que je vois pas. Encore une fois, je parle pas des choses. Je vais pas investir tout mon argent sur un projet, par exemple. Ça, c'est une autre forme de risque. C'est une autre forme d'échec avec des conséquences plus graves. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des échecs avec des conséquences matérielles et opérationnelles plus importantes. Attention, moi, je prends pas non plus de risque avec ce qui pourrait mettre en péril ma stabilité financière vis-à-vis de ma famille, par exemple. Donc, il y a un minimum de choses avec lesquelles je joue pas. Et je vais pas non plus jouer au casino, tout ça. Par contre, quand il s'agit de jouer avec mon image, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu crées de la valeur tu crées de la valeur en jouant avec ton image ou avec de l'argent. Parce que si tu investis avec de l'argent, tu peux faire des choses ou avec ton image grâce à la création de contenu, entre autres. Pour tout ce qui s'agit de jouer de son image et lancer des projets et tester des choses, là, pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'insouciance. Et j'ai toujours eu ça. Je me suis toujours dit, c'est l'occasion de me montrer. Plutôt que c'est l'occasion de me planter. Donc c'est peut-être un peu égocentrique, il y a peut-être un côté un peu, il y a certainement de l'ego derrière, mais du coup je passe à l'action et je kiffe ça. Et j'adore passer à l'action et j'adore ça. Donc effectivement, j'ai toujours eu ça. Il n'y a pas eu de déclic qui a fait. Ça a toujours été un petit peu en moi, quoi. Ok. Et je trouve ça super intéressant parce que tu as parlé d'une notion de graduation un peu et de dire c'est pas open bar quelque part sur tous les sujets. Tu as des sujets sur lesquels tu sais que le risque est trop gros ou que tu veux pas le prendre et sur lesquels tu vas pas. Je trouve ça intéressant des fois aussi de graduer et de se dire c'est pas où j'ai peur, où j'ai
pas peur sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels l'action est plus évidente ou plus simple à mettre en œuvre et puis d'autres pas, ou sur lesquels on veut pas aller. Et je trouve ça intéressant de se poser la question de quelle est ma propre graduation là-dedans, dans la prise de risque quelque part, sans être définitif non plus. Il y a des risques qu'on peut prendre peut-être à 15, 20 ans et qu'on prend pas plus tard. Tu l'as dit, tu as des enfants, voilà, parce qu'il y a d'autres choses un contexte qui est différent et qui fait que la dosimétrie Ça se dit. mot compte triple, est pas la même. Et donc la version au risque est pas la même non plus. Et je trouve ça intéressant, en fait, cette notion de graduation. Et l'autre point que tu as soulevé, c'est le fait d'être insouciant moi, ce que j'entends derrière, c'est le fait de débrancher le cerveau et de pas se rajouter des questions supplémentaires quand il y en a pas. Et c'est une vraie force. Parce que quand on se dit j'ai peur de faire ci ou ça, c'est aussi parce que le cerveau mouline en disant oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça, etc. Et donc toi, ta force, c'est de pas avoir cette étape-là, en tout cas, et de passer directement à j'ai une idée, j'y vais, sans l'étape hyper chiante qui est au milieu, qui consiste à mais non, je vais pas y arriver, et puis les autres, ils vont penser que, et puis enfin en fait toutes les questions qui parleront, j'imagine, à plein de personnes qui nous écoutent. Donc je trouve ça top que t'aies pas cette phase intermédiaire qui est pas hyper agréable, qui toi te permet de vraiment te propulser dans j'ai une idée, j'agis quoi. Ouais, c'est très bravo parce que c'est très juste ce que tu viens de dire. T'as bien cerné les deux choses. Effectivement, sur la graduation, je pense que ça nécessite de bien se connaître aussi et de savoir quelles sont ces zones de risque, notamment. Et puis sur le deuxième point qui est très intéressant, ce que tu évoques, à savoir, tu sais, en coaching, on dit on a des drivers. Ou des messages, enfin des pilotes clandestins ou messages contraignants, peu importe le nom. C'est-à-dire des concepts, enfin des drivers qui nous poussent à agir, qui drivent nos comportements. Ouais. Exemple, il y a des personnes qui sont dans le fait plaisir, c'est-à-dire qu'ils ont tendance plutôt à faire plaisir aux autres plutôt qu'à se faire plaisir. Il y en a qui vont être dans le soi fort, ils ont tendance à montrer qu'ils sont forts, ils ont du mal à parler de leurs émotions, de leurs échecs, justement, parce que ça parle de vulnérabilité. Et ça, la vulnérabilité, sans faire un débat de société classique, mais c'est pas quelque chose qui est communément admis aujourd'hui, ici en France en tout cas. Il y en a un autre, et qui est le mien principalement, c'est le dépêche-toi. Le dépêche-toi, c'est celui qui adore aller vite. C'est celui, tu sais, quand tu étais à l'école, c'est la rentrée justement, l'actualité, tu sais, le prof disait, allez, on fait un exercice, et puis tu as toujours un ou deux élèves, souvent c'est les garçons d'ailleurs, qui lèvent la main en premier pour dire j'ai fini. Et moi je suis un peu comme ça. J'ai ce driver là, j'adore quand ça va vite, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup d'ailleurs je parle vite. Et du coup ce driver là, j'en ai fait une force où effectivement dès que j'ai une idée, je la passe tout de suite en mise en action. Et je ne reste pas trop dans mes pensées. Naturellement, si ça nécessite de brainstormer un petit peu, de réfléchir, d'organiser, préparer, planifier, bien sûr. je le fais avec des super outils comme Notion, pas pour en faire la pub, mais j'aime beaucoup et je sais que tu utilises aussi. Mais par contre, je passe tout de suite à l'action. Et tu as raison. La problématique avec ces peurs-là, c'est qu'en fait, plus on reste dans notre tête, plus on se construit des images mentales, des représentations mentales qui vont nous pousser à de l'incertitude. Parce que du coup, ça va créer de la confusion, un brouillard, et ça, le cerveau, il déteste. Et c'est pour ça qu'on passe pas à l'action. C'est-à-dire que on va rajouter des couches d'incertitude, et c'est terminé, quoi. Après, on ne passe plus à l'action. Alors que la simplicité, j'en reviens à simplicité action. Simplicité, moi, dans ma tête, après, j'ai un mode de pensée qui est très linéaire. Je suis pas par association d'idées. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, je vois les 3-4 étapes tout de suite, et puis je sais très vite comment y aller à la quatrième. C'est assez linéaire. Du coup, je les mets en œuvre très rapidement, avec insouciance, simplicité, sans trop tergiverser aussi, et avec ce que je viens de te dire, le driver dépêche-toi qui me fait dire vite, faut le faire rapidement avant les autres. C'est bon, ça sera périmé. Non mais c'est trop ça. Donc j'en ai fait une force. Ouais. Mais c'est hyper important, en fait, ce que tu dis, c'est de se connaître suffisamment pour savoir où ça peut déraper aussi, tu vois, et de se dire, mais comment est-ce que j'inverse? C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah, dépêche-toi, c'est problématique parce que tu vas foncer dans tous les sens et que tu vas frapper à toutes les portes et toutes les ouvrir et que tu vas perdre de l'énergie là-dedans. Sauf que inverser, et dit de manière beaucoup plus positive, c'est ce qui te permet de passer à l'action et justement de recueillir les informations dont tu parlais tout à l'heure pour pouvoir avoir cette collecte, cette analyse et derrière réajuster si besoin. Donc, je trouve ça hyper intéressant à la fois le fait de bien se connaître suffisamment pour savoir comment on va réagir ou comment on réagit de manière habituelle et ensuite de savoir comment en tirer parti plutôt que d'être sur je sais pas faire ça ou ma problématique c'est ça, de l'inverser en disant si c'est mon mode de fonctionnement, comment est-ce que ce mode de fonctionnement m'aide à aller plus loin ou à sauter l'épreuve du fail ou d'autres choses, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu dis.
Ouais, et juste pour compléter ça, c'est hyper important parce que c'est la manière dont je vois les choses dans le coaching, l'entrepreneuriat et même la vie, c'est que bien se connaître, appuyer sur ses zones de génie et passer à l'expérimentation pour voir les informations que ça me renvoie et Mm. adapter parce qu'on est juste ici pour on s'adapte quoi. On est Ouais. l'être humain s'adapte tout le temps, sauf que si on n'envoie pas de nouvelles informations à notre mental et à notre corps, on n'a pas de quoi s'adapter, donc pas de quoi progresser, Mm. donc pas de quoi avancer. Et l'échec fait partie du processus parce qu'il permet l'adaptation. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui écoutent à lire un auteur très connu, Nassim Taleb, qui parle beaucoup de ça, d'adaptation, d'antifragilité, etc., etc., etc. Et voilà, c'était juste pour compléter tes propos, effectivement. Puisqu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer un fail que tu as eu et nous expliquer en fait l'origine de ce fail? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ouais, alors j'ai pas le gros fail en Ouais. mode genre on va rire sur la place publique ou genre ça Non, m'aurait alors c'est pas détruit. le but, ouais. Mais ça pourrait, Ouais. j'aurais aimé le partager Mm. parce que ça aurait été sympa et puis parce que j'ai pas de souci avec ça. C'est plutôt une succession d'échecs qui peuvent t'arriver. Je vais t'en sortir un ou deux comme Mm. ça pourra nourrir les auditeurs et peut-être les rassurer ceux qui sont un petit peu qui me suivent ou qui nous suivent sur les réseaux. Le premier c'est enfin j'en ai plusieurs qui me viennent mais j'en prends deux faciles. Le premier échec que je vois c'est lancer une offre, c'est-à-dire lancer un accompagnement Mm. et donc un accompagnement de coaching avec une certaine durée, avec un certain prix, qui vise une certaine cible et qui répond à un certain problème. Lancer une offre, ça veut dire la lancer, la faire connaître à sa cible sur les réseaux sociaux, soit via du contenu organique et gratuit, soit du contenu payant avec la pub. Ça, c'est pour le contexte. Mm. Lancer une offre et ça prend pas. Et ça marche pas. Et puis tu te retrouves, tu voulais avoir un minimum de participants parce que l'offre, c'est du collectif, c'est pas de l'individuel. Et donc, pour que ce soit intéressant, pour que ça nourrisse l'offre et les interactions et les personnes qui participent à l'accompagnement, Mhm. c'est bien d'avoir un minimum de personnes. Ouais. Et là, bah, tu réfléchis à tout un petit peu. Alors, je passe à l'action, mais quand même, j'ai un minimum de réflexion, attention, hein. Tu réfléchis à tout, tu fais bien les choses, tu as une stratégie de contenu, une stratégie marketing, tu t'appuies sur des personnes ressources, tu t'appuies sur des outils ressources, tu t'appuies sur tes expériences passées, mais ça prend pas. Et souvent, quand on fait des choses comme ça, on a tendance à surévaluer ce qui peut arriver. On Mm. dit souvent qu'on surévalue à court terme ce qui est attendu, et qu'on sous-évalue à long terme ce qui peut être attendu. Ben là, c'était le cas. Donc j'ai lancé une offre en me disant super, je vais avoir un minimum de participants, ça va être chouette. Et là, je me retrouve avec une ou deux personnes, je crois. Ok. Donc échec pour moi. C'est-à-dire que dans le sens où, eu égard aux efforts que j'avais fournis, Mm. c'était pas à la hauteur de mes attendus. Donc une forme de frustration qui arrive. Ça, c'était d'un point de vue plus personnel. Ok. Échec vis-à-vis du projet, parce que je pouvais pas lancer le projet comme ça. Ouais. Ça ne répondait pas au cahier des charges que j'avais mis, que j'avais dit et que j'avais comment dire marketé, on va dire, pour les Ouais. personnes qui rentraient. Et puis potentiel échec pour les personnes aussi qui elles rentraient, une à deux personnes, parce que j'ai dû repousser Ok. l'événement en question. Mais avant de le repousser, j'ai pas tout de suite pensé à le repousser. Avant de le repousser, c'était purée, mais je vais faire quoi avec ça, quoi. Je suis passé par parce que moi la vulnérabilité ça me dérange pas, mais je suis passé par la honte. Mm. Et ça, je pense qu'il faut être à l'aise avec ça parce qu'en tant qu'entrepreneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on crée de la valeur en s'exposant avec son argent ou son image. A Mm. fortiori, beaucoup, nous et notre entourage de solopreneurs, avec notre image. Ouais. Parce qu'on n'est pas des grosses startups. Et du coup, on joue beaucoup avec notre image. Donc en fait, on s'expose énormément. On est Ouais. beaucoup visible. En tout cas, on a l'impression qu'on l'est, parce qu'après, il y a des bulles algorithmiques qui fait que c'est toujours la même personne qui nous voit. Mais ça, on ne le sait pas toujours. C'est ça. On a l'impression qu'on nous regarde, mais pas tant que ça finalement. Ouais. Bref, il y a ce côté de honte qui est là. Mm. Parce comme on joue avec notre image, il y a l'ego qui est nourri et on se dit que les personnes nous voient d'une certaine manière. Ça, c'est l'ego, hein, c'est l'illusion de soi, c'est la manière dont on pense qu'on est vu. Mm. Et donc, cette honte, elle te dit, en fait, c'est nul, quoi. Et voire même, t'es nul, quoi. Mm. Et voire même, tu vas faire comment? Et le plus dur, c'est là que l'échec peut être déroutant. Le plus dur et le plus déroutant et le plus pénible, c'est pas tant que la chose ne peut pas se faire, c'est comment tu vas l'assumer aux yeux des autres Ouais. et le regard des autres. Ça, c'est une thématique pour moi qui est très, très, très Mm. importante dans mes coachings et dans mes accompagnements, pour les coachs notamment qui se lancent. Mais le regard des autres, c'est terrible. Parce que du coup, on s'empêche, on se bride, on se freine, on se limite. Et donc, dans cet échec, ce sentiment de honte, ce sentiment de déception, de frustration, mais j'insiste sur honte parce que je trouve que Ouais. c'est fort, mais c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est important de le dire pour ceux qui écoutent.
Parce qu'il y a rien de honteux, hein, dans l'occurrence. C'est à la limite, la vraie honte, et moi, c'est ce que je dis aux personnes, la vraie honte, c'est de ne pas faire les choses et de Ouais. rester là à rien faire, quoi. Ouais, c'est Ça, à ça. la limite, tu pourrais dire que c'est honteux, et encore. Ouais. Mais faire un truc et pas réussir, il y a rien de honteux. Et moi, j'avais honte. Et du coup, Mm. ce sentiment, c'est très difficile, quoi. C'est très difficile parce que c'est pas tant que la chose ne se réalise pas, c'est pas tant que tu fais pas ton chiffre d'affaires, c'est pas tant que tu vas pas satisfaire des personnes, c'est que t'es là tout seul avec le regard des autres. Ouais. Alors comme moi je suis comme je suis coach, mais surtout j'accompagne les personnes sur ces thématiques-là, assez rapidement j'ai essayé de justement d'appliquer des mécanismes comme ça d'auto-coaching ou en tout cas de me questionner sur toutes ces choses-là pour avancer. Mais c'était difficile. Et ce qui était difficile, et c'est là que je veux toucher du doigt la difficulté dans l'échec, c'est pas tant c'est pas le résultat, le fait de Mm. ne pas avoir un résultat. Parce que ça, finalement, le résultat, même quand on l'obtient, en fait, c'est quoi l'étape d'après, quoi? On Ouais, avance c'est ça. toujours ça pour moi, c'est un point de souci. Mais ce qui est difficile, c'est plutôt ce sentiment de culpabilité, de honte qu'on a vers soi, et cette dégradation d'image de soi Mm. et d'estime de soi, du coup, derrière. L'image de soi étant la composante de l'estime, en partie. Du coup, l'échec, et c'est ça qui peut faire douter, Ouais. c'est que du coup, peut nous amener à dégrader notre propre estime et donc à douter de soi, en fait. Et Mm. ce qui devient une situation anodine pour tout le monde, même pour soi avec le recul, finalement, devient, c'est comme une pièce du puzzle qui va faire que si tu continues à focaliser sur tes échecs de cette manière-là, à nourrir ces émotions-là, bah, ça va faire un puzzle, en fait, fini, raté de Ça toi, ou gangrène en fait ça gangrène. tout le reste, quoi. Ok. Absolument. Et donc ça, faut très vite le travailler. Et c'est Ok. pour ça que c'est pour ça que souvent je dis en plaisantant, allez provoquer l'échec. Parce qu'en fait, la première fois, il y a ce sentiment de honte, de culpabilité, de frustration, etc. La deuxième fois, ça devient presque un jeu. Si tu le traites entre-temps. Si tu le traites entre-temps, ouais. Si tu le Ouais. traites et que tu arrives à repasser à l'action naturellement. Ouais, Si tu c'est arrives ça. à mettre la distance émotionnelle avec ce qui se passe. Mm. Parce qu'encore une fois, souvent, c'est pas la problématique, c'est pas la situation en elle-même, c'est comment tu la vis, la Ouais. situation. Donc ça, c'était un échec qui m'a fait mal sur le coup parce que c'est les premiers échecs entrepreneuriaux. Quand tu entreprends, tu sais ce que c'est. T'es seul, c'est nouveau, t'es pas Ouais. habitué, tu sais pas que tu passes par là, c'est Non, puis des tu pars, t'es émotions. pleine balle, genre ça va être Ouais. génial, ça va être super, je suis trop content, ça y est, je suis libre, machin, et tu te prends la porte, genre ah mince, en fait, non, peut-être pas, tu vois, c'est porte de saloon, le truc, tu l'ouvres, pleine balle, et il te revient dans la tronche, pareil, pleine balle, quoi. Ouais, j'aime bien l'image de porte du saloon. En plus, j'avais une porte de saloon quand j'étais petit, donc ça me parle. Et voilà, tu vois. Mais c'est exactement ça. Et puis en plus, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, et on contribue, on y contribue aussi. Il faut pas Ouais, ouais, jeter la tout à pierre à ceux fait. qui font Ouais, ça, ouais, mais bien sûr. on y contribue. Il y a des rêves, il y a des croyances. Bon. Non, c'est difficile. Et donc voilà, ça c'est un bel échec Mm. qui m'a fait porte de saloon dans la gueule directement, en partie. Mais c'est un échec qui m'a construit, m'a permis de faire mieux les fois d'après et d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Je dis pas que je suis loin et que c'est terminé, mais j'en suis satisfait de là où je suis. Donc Mm. ça, c'est un échec. En partie. Après des échecs, j'en ai d'autres. J'en rigole souvent. C'est un échec long terme, je vais appeler ça. Un échec long terme. J'ai fait une publication il y a pas longtemps là-dessus. Je crois que je dois être sur LinkedIn. Hein. Et attention, la vie, c'est pas que LinkedIn. Entrepreneuriat, c'est pas que LinkedIn, parce que souvent on a l'impression que c'est que ça. Mais c'est un canal d'acquisition. Ça fait 3 ans que je suis sur LinkedIn. Et je dois être dessus depuis donc 3 ans et quasiment tous les jours. Je dois avoir le ratio like, enfin tu sais, ouais, like, interaction, abonné le plus dégueulasse de tous les temps, quoi. Et c'est ok, j'en rigole et je préfère avoir des clients que d'avoir des likes, encore une fois. Mais ça, c'est pour rassurer tous ceux qui veulent démarrer sur les Ouais. réseaux et qui ont peur. Franchement, ça fait 3 ans et j'en suis qu'à 5000 au bout de 3 ans. Il y en a qui font ça en 3 mois. C'est les 5000 effets abonnés. cumulés sur un temps long. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est un échec à long terme. C'est pas un échec Ouais. genre situationnel, mais ça me tenait à cœur de le dire. Voilà. C'est Mm. aussi pour ceux qui auraient du mal à se lancer. Voilà, ça me fait rire, ça me fait sourire, et rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Clairement. Et c'est important de le dire aussi sur cette partie-là, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a ce qu'on voit, ce qu'on peut interpréter aussi, des fois, et qui n'est pas forcément la réalité. Et très souvent, quand tu parles avec des gens qui créent du contenu, quand tu parles hors réseaux sociaux, tu vois leur réalité qui est très différente. Et on le fait aussi hein, pour plein de raisons, parce que c'est aussi, tu l'as dit, un canal d'acquisition, donc une manière d'attirer des clients, etc. Mais quand on discute vraiment en détail, on se rend compte de la pression que c'est, de la charge que ça demande pour un ROI, pour le coup, pas toujours au niveau. Donc c'est important de le dire aussi. Sur ton premier échec, et tu parlais d'échec situationnel, je trouve ça intéressant aussi de se dire que c'est lié à une situation et donc parfois aussi à un contexte. Donc dans la prise de recul, ça peut être aussi intéressant de creuser ça. Tu as dit un truc, tu as dit j'ai mis en place, j'ai réfléchi, j'avais les actions, etc. Et j'ai bien fait les choses.
Et en fait, c'est un truc qui revient hyper souvent ça a foiré alors que j'avais bien fait les choses. Mm. Et j'aimerais bien creuser ça parce que je me rends compte, moi, après 3 ans d'entrepreneuriat, que moi, j'ai le syndrome de la bonne élève plus, hein, donc suivre ce qu'on me dit, etc. Voilà, très bien. Sauf que là, je me rends compte que c'est pas aussi net que ça et que les parcours sont très différents et qu'il n'y a pas vraiment de chemin tout fait, etc. Et que donc le faire bien les choses, c'est très subjectif. Mm. Et donc, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, en fait. Ouais, alors là encore, c'est très important. Et tu soulèves un point qui est fondamental pour moi, c'est que je vais répondre, mais tu me dis si ça répond à la question, parce que parfois Ouais. je digresse et puis je pars j'élargis le sujet. Mais pour savoir si tu fais bien les choses, tu le sais qu'a posteriori. Tu peux, a priori, tu peux imaginer des scénarios, tu fais de la science-fiction, donc tu te dis que tu vas à minima bien faire les choses, eu égard à ce que tu as déjà vu, réalisé, fait, lu, etc. Enfin, en tout cas, porté à ta connaissance. Mais tant que tu l'as pas expérimenté et tant que la réalité ne t'a pas renvoyé cette fameuse information, tu peux pas savoir si tu as bien fait les choses. Ouais. Et ça, d'ailleurs, il faut se le dire. Il faut se lâcher la grappe par rapport à ça, par rapport aux perfectionnistes. Et Oui. aux élèves plus notamment. Enfin, je sais pas si t'es perfectionniste, tu me le diras après d'ailleurs, mais je te connais un peu. De moins en moins. Bravo. Mais tu peux pas savoir. Et c'est pour ça que le perfectionnisme, à la fois, ça peut être une force, parce que ça permet de faire des choses de qualité, et à la fois, ça peut être un gros problème, c'est que tu cherches à atteindre quelque chose qui n'est pas possible, parce qu'en fait, seule la réalité te dira si c'est bien ou pas. Ouais. Et par ailleurs, je le dis pour les perfectionnistes, la perfection, c'est chiant. Alors arrêtez. Cherchez plutôt l'imperfection, les erreurs, l'authenticité, c'est ce que les gens veulent. On aime ça aujourd'hui. Mais bref, digression. Donc tu peux pas savoir a priori si tu as bien fait les choses. Après, a posteriori, c'est là que tu peux commencer à te dire, est-ce que oui ou non, tu peux, de manière subjective, tu as raison, bien fait les choses. 2 choses par rapport à ça. Soit tu émets a priori des critères objectifs pour te dire, oui ou non, tu auras atteint un tel résultat. Exemple dans celui que je viens de donner, si je m'étais dit, il faut que je rentre 6 personnes dans mon accompagnement, si j'en fais 6, c'est atteint. J'ai bien fait les choses. Si j'en fais 8, j'ai super performé, j'ai mieux fait que ce que je pensais. C'est un critère objectif que tu émets en amont pour savoir si a posteriori c'est réalisable. Ça, c'est des critères objectifs que tu peux réaliser sans problème. Voilà, c'est bien, c'est intéressant. Je trouve que c'est bien quand même c'est bien pour avoir de la clarté dans ses actions et avancer et avoir un vision, tu vois. Et pour rendre un peu factuel des trucs qui peuvent être émotionnels et un peu en mode tempête, pour reposer peut-être un peu les choses aussi. Le fameux tangible. Ouais. Exactement. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est très importante a posteriori, c'est de se poser les questions régulièrement, tout le temps. Que ce soit un échec ou une réussite. Qu'est-ce que j'entends par là? Le souci, c'est qu'on a tendance à abandonner trop vite, baisser les bras trop vite, douter trop vite et puis perdre confiance en soi trop vite quand on fait quelque chose. Et je le sais, je suis passé par cette phase-là pour autre chose récemment. Mais surtout, a posteriori donc, se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Toujours, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et c'est pas juste dire j'ai bien fait les choses, c'est juste analyser la situation telle qu'elle est, réussi ou pas, si j'ai des critères objectifs mis en amont, comme je te dis, mais avancer. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est le fameux, t'as dû peut-être voir passer ça, mais tu sais, on dit que l'entrepreneuriat c'est un jeu infini. En fait, il y a pas de règles, il y a pas de limite, ça s'arrête jamais. C'est que de la croissance entre guillemets personnelle. Hein. Ça peut être juste de la croissance personnelle et c'est déjà génial. Et moi, c'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat parce que c'est avant tout de la croissance personnelle. Et évidemment, ça a des retombées professionnelles naturellement, mais surtout se dire que ça s'arrête jamais. Et si on a un mindset ou état d'esprit, pour ceux qui n'aiment pas le mot mindset, de fermeture ou limité ou dans lequel on s'arrête avec j'ai atteint un objectif, ou j'ai réussi, ou j'ai échoué, je m'arrête là. C'est là que les problèmes arrivent. Et si on a plutôt un état d'esprit en mode, c'est un jeu, bon, moi j'aime bien parler de jeu, mais on peut prendre un autre terme si ça vous dérange, mais c'est une épreuve, c'est un chemin par lequel je passe, mais ce n'est qu'un chemin, et je dois continuer, toujours, dans le but d'avoir cette croissance personnelle, d'avoir cette stimulation ou d'accomplissement personnel, parce que c'est de l'accomplissement, alors il se passe des choses incroyables. Et du coup, les échecs, comme la réussite, ne deviennent que des étapes, rien d'autre. Donc des nouvelles informations. Dans tous les cas, c'est pas la finalité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est jamais la finalité. C'est le fameux texte je sais pas si tu connais le texte de Kipling, tu seras un homme, mon fils. Je veux dire, tu seras une femme, ma fille. Hein, voilà, ça, à l'époque, ça se disait. Oui, c'est ça. Voilà. On n'était pas hashtag, etc. Et c'est bien dommage parce que on peut dire tu serais une femme, ma fille, qui dit que, alors je connais pas le texte par cœur, naturellement, mais c'est un super texte, je vous invite à lire, qui en gros explique que, quels que soient tes échecs ou tes réussites, tu dois prendre de la distance. Et c'est évidemment dit plus joliment que ça, c'est de la poésie, c'est super beau.
j'invite tout le monde à le découvrir, ce texte. Mais c'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Et comment je fais la prochaine fois? Mm. Tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc c'est une réponse un peu longue par rapport à ta question. J'espère que j'ai répondu. Carrément. Et du coup, ça a soulevé un autre sujet. C'est ce que tu disais, c'est que j'avais un patron quand j'étais salarié dans l'ancien monde qui me disait une décision elle est toujours bonne au moment où tu la prends parce que et ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand tu décides quelque chose et là quand tu prends un chemin, c'est en fonction des données que tu as. Donc tu disais en fonction de ton expérience, en fonction de ce que tu sais ou de ce que tu ne sais pas d'ailleurs, en fonction du ressenti, etc. En fonction de plein de choses, mais à l'instant T. Et donc c'est facile après coup de dire ah mais j'aurais dû faire comme ça, etc. Parce que tu as eu des infos entre-temps qui t'ont fait dire que c'était peut-être pas la bonne idée ou pas dans le bon sens ou pas de la bonne manière. Mais au moment où tu prends cette décision, c'est la bonne décision. Et en fait, je trouve ça intéressant. Et je me rends compte que je me le redis des fois, moi, aussi, de me dire, mais en fait, c'est facile après coup, voilà, de tirer des conclusions quand tu as plus de données, factuelles ou pas factuelles d'ailleurs, que tu n'avais pas au départ. Donc en fait, tu les as pas au départ, tu peux pas les deviner. Et donc, c'est ce que tu disais dans le perfectionnisme, il y a tout plein de choses qu'on ne sait pas. Et si on attend de tout savoir pour y aller, on n'est pas prêt d'y aller non plus. Donc c'est intéressant aussi de se dire que on ne sait pas tout. Mais en tout cas, au moment où on prend la décision d'y aller, de passer à l'action, de faire, on fait en fonction de ce qu'on a entre les mains, des outils qu'on a, des données qu'on a, et puis le reste, on trouve sur le Mmh. chemin, quoi. Ouais, et là encore, ça m'amène à plein de trucs ce que tu me dis, mais je vais essayer de pas trop faire long, mais permets-moi juste deux trucs super importants, surtout la Mm. deuxième. La première chose, je rebondis sur ça, on a plein de biais, hein, plein de biais cognitifs qui nous font réécrire l'histoire comme on aime bien l'écrire nous. Et le biais de rétrospective, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'après coup, on a tendance à s'aligner sur l'histoire qu'on veut voir après Ouais. coup. Donc c'est très facile de se dire après coup, j'aurais dû faire ça ou il aurait dû faire ça, etc. On le fait tous. Et la deuxième chose, et j'aime beaucoup ce que dit ton patron, tu me donneras ses coordonnées d'ailleurs. Avec plaisir. Non, mais blague à part, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose que moi je me disais à l'époque quand j'étais manager, parce que ceux qui écoutent le podcast, il n'y a pas que des entrepreneurs par ailleurs. Mm. Moi, il y avait un truc que j'avais remarqué en entreprise. Tu as dû le remarquer aussi parce que tu viens du monde de l'entreprise aussi. Il y avait une frustration quand on était collaborateur, quel que soit le grade, c'est que quand on avait des idées, des impulsions, enfin des idées. Hein. Pour moi, une idée, c'est une impulsion, hein, c'est juste une énergie créatrice qui arrive, qui est là, Mm. et qui demande qu'une chose, c'est d'être réalisée. Qui demande qu'une chose, c'est d'être confronté à la réalité, justement. Ouais. Quand on a une idée, on a envie que d'une chose, c'est de passer à l'action. Le problème en entreprise, comme beaucoup dans la vie, si ça vient pas de nous-mêmes, c'est qu'on nous met des freins. C'est pas le moment, pas maintenant, plus tard, passe par un tel, fais un tableau Excel, fais un mail à Trucmuche, et puis Trucmuche verra à Trucmuche 2. Et, bon, voilà, Mm. sans faire de caricature, on sait tous comment ça se passe, si c'est ok, parfois ça s'entend, parce que si on écoutait tout le monde, on s'en sortirait plus. Mais, Et- enfin, moi, c'est un truc que j'avais beaucoup identifié en entreprise, je trouvais que c'était terrible, parce que ça brisait l'élan créatif des collaborateurs, Mm. ce genre de trucs sclérosés. Et ce que je disais moi à mes équipes ou en tout cas aux autres managers avec qui je bossais, enfin je partais en guerre moi quand j'étais manager, c'est pour ça que je suis parti parce que au bout d'un moment je pouvais Au pas bout être d'un le Che moment, Guevara c'était trop. partout. Ouais, c'est ça. Ouais voilà, au bout d'un moment ça va, enfin non plus ce que je dis toujours, on change pas le monde, on commence par se changer soi et puis le monde changera quoi. Et je disais toujours à mes équipes ou aux collègues en disant mais en fait ce qu'on devrait faire en tant que manager, c'est que dès qu'un collaborateur a une idée, une envie, une idée, enfin n'importe quoi, on devrait tous s'arrêter, l'écouter et se dire on y va ou pas quoi. Mm. Ça ferait un bien fou quoi. Et ça rejoint ce que tu dis par rapport à ton patron, le côté si t'as une décision prends-la quoi. Enfin vas-y. Ouais. Et je trouve que dans nos vies de tous les jours, là c'est en entreprise, mais ça devrait être ça tout le temps en fait. Évidemment parfois on peut pas non plus. Mais je trouve je trouve qu'on se bride tellement de nos idées, de nos envies, de cette énergie qui est là, cet élan. Moi j'appelle ça un élan créatif. Mm. Qu'en fait, c'est tellement dommage. Et j'ai l'impression qu'on meurt à petit feu quand on fait ça. Ouais. Et quand on s'autorise des folies, parce que moi j'adore hein, la folie, j'adore l'imprévu. Malheureusement, parfois je m'autorise pas assez, je trouve. Bref, quand on s'autorise ça, c'est là qu'on a les meilleurs souvenirs. Ouais. Parce que c'est le moment le plus fort et parce que le cerveau, quelque part, il adore ça. Parce que Mm. justement, c'est des nouvelles informations sensorielles qu'il ne connaît pas. Et donc, il va ancrer ces informations de manière plus forte encore. Mm. Donc ça, c'est le point de vue cognitif, neurosciences. Mais, enfin voilà, pardon, j'ai rebondi là-dessus. Tout ça pour dire que, et ça fait pas, c'est lié à l'échec quand même, hein, c'est que, en fait, a priori, quand on a une idée, faites tout pour la faire, quoi. Et a posteriori, vous verrez ce que vous en faites. Mais a priori, faites tout pour la faire. C'est là que se passent les meilleures choses. C'est là que se passent les meilleures choses au moment où on l'a fait et c'est là que vous allez récolter le plus d'informations pour réajuster derrière et pour les autres idées qui viendront à la suite. Donc, c'est tout bénef en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu parlais tout à l'heure donc de ton lancement et du fait que tu n'étais pas à l'attendu par rapport notamment au nombre de personnes, si on reste sur la donnée purement factuelle. Comment du coup tu nous as dit que tu avais pris du recul sur la situation, sur ce qui se passait, sur que tu t'étais auto-coaché. Du coup, comment t'as
réajusté ou changé de chemin ou pris un itinéraire bis ou je sais pas pour réajuster ton idée initiale? Alors, il y a plusieurs phases. La première, c'est que comme je suis un dépêche-toi, je le rappelle, je me questionne très très vite. Je sais pas, imaginons que le jour J, j'ai pas le résultat attendu. Le jour J, plus 30 minutes, je suis déjà en train de me questionner. C'est un exemple. Donc, je me questionne très très vite. Mm. Très très vite, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de mieux, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et dans le qu'est-ce que je peux faire de mieux, j'imagine plusieurs hypothèses. À partir de là, donc ça c'est pour vraiment expliquer le processus interne, tu vois, comment il se matérialise, je veux te dire, mais à partir de là, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je prends Notion, donc un outil de brainstorming, enfin j'ai toujours du mal à le décrire cet outil, c'est marrant, alors que j'utilise tous les jours. On Un peut outil faire de plein de notes. trucs avec, ça Bah ouais, dépend en ce que fait, vous voulez en faire en fait, mais ça marche très bien pour les c'est notes. tellement multitâche. Voilà, C'est pour ça. les notes et pour donc je prends une page Notion et puis je me note. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Ensuite, je confronte ça avec quelqu'un d'autre, très souvent. Okay. C'est important d'aller rechercher une ressource externe. Ouais. Moi, je m'appuie beaucoup sur ma femme qui est aussi entrepreneuse, Anessa, et qui, elle, fonctionne pas comme moi. Elle est beaucoup plus dans le détail. Elle est un peu bonne élève, comme toi, du coup. Okay. Et moi, je suis pas trop bon élève. Je suis plutôt le gars qui fonce, on verra bien. Elle, c'est plutôt, attends, il y a peut-être ce risque-là, etc., etc. Donc elle voit les angles morts que moi, je vois pas. Okay. Par rapport à ça. Donc du coup, après avoir mesuré ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce que je peux faire de mieux, je lui pose la question à elle aussi. En disant, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Ce qui me permet de confronter la situation. Et du coup, je mets de la distance émotionnelle avec l'échec, avec une tierce personne, avec le fait de l'avoir posé par écrit, le fait de réfléchir et donc de l'avoir rationalisé. C'est comme si je reprenais, j'ai cette image toujours en tête. C'est comme si c'est un brouillard dans ma tête qui me crée ces doutes, cette honte que je disais tout à l'heure. Et tout d'un coup, il y a une main qui arrivait comme ça et qui passait devant et qui attrapait la chose. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. C'est cette image de reprendre le contrôle, de rationaliser la chose. Je le fais comme ça. Une fois que j'ai fait ces choses-là, donc de me questionner, de poser par écrit les choses avec un outil comme Notion ou autre, de confronter à la réalité avec une tierce personne, en l'occurrence, c'est souvent ma femme ou une personne ressource. D'ailleurs, parfois, je te sollicite, ça m'arrive. Déjà, à ce moment-là, j'ai fait un pas de géant. Ensuite, vraiment, c'est un pas de géant. C'est déjà énorme. Après, et là, c'est plus inhérent à ma personnalité et tout ce que je te disais avant, je passe très vite à l'action. Ça, c'est une clé. Je vous invite tous à faire ça. Passez très vite à l'action. Parce qu'en fait, vous n'avez plus le temps de douter. En fait, on se rend pas compte à quel point l'action, c'est enivrant. C'est vraiment enivrant. C'est vraiment l'action appelle l'action en fait. Moi je dis toujours la motivation vient de l'action quoi et pas l'inverse. Faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action. Non, clairement. Il y a de la motivation. Et ça c'est une clé de ouf quoi. Et c'est pour ça que moi je base tous mes accompagnements là-dessus sur le passage à l'action parce que je sais à quel point ça marche. Et donc je passe très vite à l'action. En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai cité, une fois que j'ai fait ça, donc ça m'a pris je sais pas, il y avait l'échec jour 30, jour 31, j'avais déjà mes actions, même jour 30 au soir, parce que j'aime bien travailler les soirs. Et bien du coup le lendemain je prends les actions. Donc si c'est repousser la date, faire d'autres actions de marketing, faire d'autres actions de prospection, etc., je vais faire ça. Si c'est annuler la date, l'offre carrément, et rembourser les personnes, je vais faire ça, etc., etc. Là, il s'est avéré que j'ai repoussé en me disant, je vais avoir d'autres personnes entre temps, je l'espère. J'ai eu de la chance, j'ai eu une ou deux autres personnes en plus. C'est bon, ça a pu démarrer. Mais du coup, j'ai pris une décision et je suis passé tout de suite à l'action. Et pour passer rapidement à l'action, mettez votre émotion de côté tout de suite. C'est comme si vous êtes, là encore, j'ai des images, je parle beaucoup avec des images, mais c'est comme si vous êtes un peu ensuqué, quoi. Un petit peu en mode insomniaque. Tu sais, genre, tu sais, vous savez tout ce que c'est insomniaque, hein. En fait, T'es sonné, et tu fais les choses, et en fait, t'as plus aucune émotion, comme un robot, pour le coup. Tu dis, bah, tiens, je vais faire ça. Et ça marche, c'est vraiment fou, hein. C'est, quitte à avoir de l'émotion après l'action, en disant, oula, quand même, mais on analyse, mais au moins on est passé à l'action. Donc voilà, c'est tout ce que je fais pour justement réagir face à cette situation d'échec et reprendre la main dessus, me questionner, etc. Donc c'est vraiment questionnement personnel, je le confronte à quelqu'un, je pose ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce qui peut être fait de mieux. Et ça, même si c'est une réussite, attention, même si c'est une réussite très très importante, peut-être même plus important d'ailleurs. Et passage à l'action très vite. Je prends une décision, je passe à l'action très très vite. Donc voilà, c'est un peu les clés. Merci, parce que je pense que c'est hyper utile. Quand tu dis reprendre la main, pour moi, j'entends une notion de responsabilité. C'est-à-dire que, notamment quand on entreprend, je l'ai moins vécu, moi, en étant salarié, parce que je pense que, on disait tout à l'heure, c'est dilué. La notion de risque, la notion de partage de responsabilité, et c'est là que je veux en venir. Mais quand on est entrepreneur, la responsabilité, elle pèse sur nous, surtout quand on est solo, où on fait ou on ne fait pas. Donc, on est responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Comment tu vois les choses, toi, autour de cette responsabilité?
Mais t'es trop forte, GG. Je dis ça parce que c'est exactement ça, et c'est même un cran au-dessus de ce que je dis, c'est que la responsabilité, alors j'ai l'impression à chaque fois que je parle, je dis toujours que tout est important. Mais c'est vrai, tout est important. C'est le 18e truc important depuis que vous écoutez, donc j'espère que vous avez beaucoup de notes. Il y a rien qui est pas important, tout est important. Non, la responsabilité, ouais, c'est super important parce qu'en fait, je vois trop de personnes qui se réfugient, et je vais donner un exemple parce que j'aime pas les généralités, mais qui se réfugient derrière des éléments extérieurs. Moi, je vois la responsabilité comme je suis responsable de ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, tout le temps. Ouais. Je suis responsable de ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Si j'ai mal pris quelque chose de quelqu'un, qu'il me l'ait dit directement ou pas, c'est mon problème, c'est pas le sien. C'est que j'ai une souffrance que j'ai pas réglée. Si j'ai pas réussi quelque chose, c'est mon problème. C'est pas le problème de la météo, c'est pas le problème du réseau social, c'est pas le problème de je sais pas quoi. Mercure en rétrograde. Ouais, voilà. Ou j'ai pas allumé la bonne bougie la veille au soir. Peu importe. C'est toujours ma responsabilité. D'ailleurs, c'est plus joli de dire responsabilité que problème. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, c'est ce qui permet de rester en action et de rester toujours dans je suis responsable, je ne me déresponsabilise pas. Donc j'avance. Et quand j'entends des personnes dire j'ai pas le temps, par exemple, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps d'être créer du contenu sur les réseaux, j'ai pas le temps de prospecter, bon bref, peu importe. Bah pour moi, ça revient à dire, c'est comme si j'entendais mon manager, Monsieur le Temps, me disait que c'est pas le moment. Ouais. Parce que dire j'ai pas le temps, ça veut dire que on attribue un rôle au temps. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que t'as pas pris le temps, ou que t'as pas envie, ou que t'es pas prêt à réussir, ou que t'as peur d'échouer. Ça, c'est entendable. Ça, et de toute façon, quand on fait pas les choses, c'est qu'il y a une peur. On peut dire ce qu'on veut, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Mais il y a une raison et il faut aller la chercher. Et c'est OK, hein. Attention, là-dessus, on a tous des raisons, on est humain, c'est normal, c'est partie du jeu. C'est l'obscurité de ne pas voir les choses qui fait qu'on n'avance pas. Être responsable, c'est ramener de la clarté. Et ramener de la clarté, c'est la base pour avancer. Bon, il y a un livre aussi connu, je vais pas le citer, peu importe, mais ramener de la clarté. Être responsable, c'est ramener de la clarté et être toujours acteur. Dernière chose, quand on est acteur, quand on est responsable, on a le contrôle des choses, donc on peut plus facilement avancer, rectifier, faire évoluer les choses. Quand on ne se sent pas responsable, on peut rien faire. Ouais. Quand on dit c'est la faute d'un tel, ok, bah si tu veux, c'est la faute d'un tel. Du coup, tu vas faire quoi? Donc, ouais, c'est ça. Bah rien, parce qu'en fait, le un tel, il est pas là, et puis t'es pas dans sa tête, et puis il fait ce qu'il veut. Donc, quoi qu'il arrive, au bout du bout, et je parle pas des cas extrêmes, hein, attention. Hein. Là, en tout cas, je parle pas des cas qui tombent sous le coup de la loi. Les cas juridiques et légaux, hors contexte, naturellement. Ouais. Tout le reste, c'est nous. On est responsable, on avance. Et tant mieux. Moi, ça me rassure de dire ça. Tu vois, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui me rassure de me dire qu'en fait, ça dépend que de moi. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, c'est ultra important cette notion de responsabilité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on a les clés. Ouais. Et bien sûr que des fois, ça frotte de se dire, là, on parle d'échec. Donc, bien sûr que quand on se dit, je suis aussi responsable de ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé par rapport à mes attendus, c'est pas toujours hyper agréable. Hein. Bien sûr que ça peut aussi être inconfortable. Et tu le disais, ça vient frotter l'ego, ça vient frotter plein de choses. Donc, d'où l'intérêt justement de prendre du recul et de le traiter pour qu'on réitère pas non plus là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, la responsabilité, ça veut dire la capacité de faire. Et donc, la capacité de faire, ça veut dire quand ça va pas, j'ai aussi la capacité de faire autrement pour que ça aille la prochaine fois ou que ce soit différent en tout cas. Et ça redonne un pouvoir en fait qui est ouf. Et c'est hyper important de se dire mais j'ai ce pouvoir-là, donc qu'est-ce que j'en fais quoi quelque part. Ça me fait penser grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. Peter Parker. Ouais, c'est ça. Mais je trouve vraiment que cette notion de responsabilité, elle est importante et que vraiment, elle est encore plus importante dans l'entrepreneuriat qu'en étant salarié. Je pense que ça existe aussi en tant que manager, notamment quand on a des équipes, on a des responsabilités et pas que la responsabilité hiérarchique de je suis au-dessus de toi. Ça va bien au-delà. Mais vraiment, en étant entrepreneur, j'ai l'impression que c'est encore plus important. Et dans la prise de recul, je pense que des fois, c'est bien de se dire je suis aussi responsable de ce que je vais faire après ou ne pas faire. Et comment est-ce que je m'empare de ça, quoi. Mais complètement. Et moi, j'aime bien dire toujours, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est toi le problème. C'est un peu dur. Mais j'aime bien être dur. On va rester là-dessus. Si vous n'avez pas de solution, eh bien voilà. Bah c'est vous le problème. Vous nous appelez. Vous nous appelez. C'est ça. Vous nous appelez avec grand plaisir. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Cédric sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, on en a parlé, le LinkedIn, ou au prochain apéro avec tes voisins, ou au bord du lac d'Annecy, où il y a du coaching apparemment qui se passe en ce moment. Si vous y êtes, n'hésitez pas, vous n'êtes pas à l'abri de croiser Cédric.
Si tu as connu un fail et que tu veux venir en parler dans Tuba, tu peux tout à fait postuler dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup, Cédric. C'était trop cool. Je pense que ça aurait pu durer bien plus longtemps que ça. Merci à toi. C'était un plaisir, un privilège de passer avec toi. Je tiens à partager le fait que tu es une des personnes qui m'inspire beaucoup dans l'entrepreneuriat et tu es une des rencontres coup de cœur dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi et surtout des nouvelles rencontres. C'est aussi et surtout créer du lien et ça, c'est très important. Et je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré et d'être passé ici avec toi dans ce podcast qui, je l'espère, plaira à tes auditeurs. Donc merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.